Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Voici les grands titres qui seront développés dans cette édition. C'est un pôle d'attractivité majeur sur la Côte d'Azur. Des milliers de personnes y transitent chaque année. L'aéroport Nice-Côte d'Azur a rouvert son terminal 1 après de longs mois de fermeture en raison de la crise de la Covid. Une bonne nouvelle pour tous, y compris en Principauté, où le tourisme mise beaucoup sur les visiteurs venus du monde entier. Nous serons avec le président du directoire de la Société des aéroports de la Côte d'Azur, Franck Goldendel. L'exposition universelle de Dubaï referme ses portes ce jeudi. Dernière visite de marque sur le pavillon Monaco, celle de la direction interministérielle chargée de la transition numérique. Smart City et déploiement de la 5G étaient au cœur des échanges avec ses homologues dubaïotes. Reportage à suivre. Le prince Albert II a reçu le prix Pierre de Coubertin à Paris, une récompense décernée par l'Association des écrivains sportifs à une personnalité dont l'œuvre ou l'action a servi l'esprit olympique. L'élan de solidarité avec l'Ukraine, des spectacles seront organisés au Théâtre Princesse Grace les 15, 16 et 17 avril pour venir en aide aux écoles de cirque ukrainiennes. Urs Pils, le directeur artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo, sera notre deuxième invité. Dernière ligne droite pour la Rocket Team en Euroleague. Dans la course au play-off, les basketteurs monégasques se rendent demain à Milan. Nous verrons quelles sont les forces en présence. Mais débutons ce journal avec un point sur la situation sanitaire. Si les hospitalisations restent plutôt stables, le nombre de contaminations à la Covid, lui, ne cesse de grimper. Bonsoir Yannick Debever. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, les chiffres de ce lundi 28 mars révèlent 52 cas de Covid supplémentaires au sein de la Principauté pour 34 guérisons. Le taux d'incidence se porte donc à 1050 contre 910 la semaine passée. Actuellement, 27 personnes sont prises en charge au CHPG, dont une en réanimation. Au total, le coronavirus a fait 10 582 contaminés depuis le début de la pandémie. Les utilisateurs de véhicules électriques seront heureux d'apprendre que le nombre des bornes de recharge rapide continue de se multiplier. Le gouvernement annonce le remplacement des prises de recharge en libre service par des stations-service électriques, regroupant plusieurs bornes plus puissantes et plus rapides. Plus de 30 bornes sont désormais disponibles en voirie à Monaco. Chaque résidence se situe à moins de 250 mètres d'un point de recharge public et gratuit. Avec ces aménagements, le gouvernement compte bien voir une progression de ces véhicules écologiques qui concernent aujourd'hui 11% du parc immatriculé. Et malgré le nombre de contaminations en hausse, la vie reprend peu à peu son cours normal. L'aéroport Nice-Côte d'Azur vient ainsi de rouvrir l'un de ses deux terminaux qui étaient restés fermés pendant de longs mois. Une bonne nouvelle pour toute la région, Monaco compris. Le président du directoire de la Société des aéroports de la Côte d'Azur est avec nous. Bonsoir Franck Goldendel. Bonsoir. Lorsque l'on évoque un retour à la vie normale, la réouverture du terminal 1 de l'aéroport de Nice l'incarne. C'était une réouverture attendue autant du côté des voyageurs que de votre côté, bien évidemment. C'était attendu par beaucoup. Non seulement les voyageurs, les compagnies aériennes, nous-mêmes, mais aussi, j'ai envie de dire, par tout le territoire, parce qu'à chaque fois que je répondais à des interviews depuis le début de la crise Covid, on me disait « mais quand est-ce que réouvrira ce terminal ?» Et ma réponse a toujours été la même, dès que le trafic le demandera, car jamais l'aéroport ne sera un frein au redémarrage de l'activité. Et c'est pour ça qu'on a été très content avec l'ensemble des équipes de l'aéroport de le réouvrir dimanche dernier. Dans quelle mesure ce terminal rouvre-t-il ? Il réouvre simplement parce que les prévisions de vol, les programmes de vol pour cet été montrent que le trafic se développe à nouveau et qu'on ne peut plus rester sur le seul terminal 2. Et donc c'est à la fois un bon signe pour le trafic domestique, le trafic Schengen, mais aussi pour le trafic international. Vous en avez profité, je crois, pour faire des travaux, hein ? Alors quand je dis que le terminal était fermé, c'est une fausse nouvelle en fait, parce que effectivement, d'abord les occupants continuaient de l'occuper, mais aussi parce qu'on a profité de ces 2 années pour un peu le rénover,
pour transformer certains équipements et aussi améliorer des équipements importants pour les passagers, comme par exemple les passerelles télescopiques qui relient le terminal aux avions, qui ont toutes été changées. Comment avez-vous tenu ces longs mois sans ce deuxième bras armé de l'aéroport? Les pertes ont-elles été sévères? En 2020, notre entreprise, la Société des aéroports de la Côte d'Azur, a perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Elle en a perdu aussi en 2021, mais un peu moins. Oui, ça a été 2 années très difficiles, mais j'ai envie de dire, grâce aux efforts de tous, des personnels de l'entreprise, grâce aux efforts faits par l'ensemble des partenaires, on a réussi à passer cette crise. On a été aussi aidé par nos organismes bancaires, ce qui a permis de sécuriser la trésorerie de l'entreprise. Et puis, comme je le disais, les personnels ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont accepté de signer par leurs représentants un accord sur le chômage partiel, ce qui nous a permis d'adapter notre organisation à la réalité de la charge de travail. Alors vous l'avez dit, cette réouverture se base sur des prévisions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la reprise n'est pas totale, hein. Nous sommes encore loin du niveau de trafic aérien d'avant-crise. 2019, c'était 14,5 millions de passagers. J'ai toujours dit qu'il nous faudrait plusieurs années pour recouvrer ce niveau de trafic. On l'estime toujours aux alentours de 2024, mais petit à petit, on progresse. 4,6 millions en 2020, au plus fort de la crise. 2021, fortement impacté au premier semestre, on a terminé à plus de 6,5 millions passagers. Et là, on sait que le trafic sera meilleur en 2022 et on s'attend à un trafic d'été meilleur que celui de 2021. Alors justement, la question qui intéresse les voyageurs, vous parlez du trafic d'été, il y a toujours de nouvelles destinations chaque année qui s'ajoutent à l'offre proposée. C'est le cas en 2022 aussi depuis Nice? Oui, c'est le cas et je l'avais dit aussi. Un certain nombre de nouveaux pays européens sont reliés depuis, et nouvelles villes depuis l'aéroport de Nice. Et puis on continue d'étendre notre réseau international avec une nouvelle compagnie américaine qui vient s'ajouter à celle historiquement qui nous avait fait confiance, qui était Delta. United ouvre une ligne à partir du 1er mai. Voilà, c'est des signes qui montrent que les compagnies aériennes et que les touristes, mais aussi les Azuréens, les Monégasques, ont besoin de revoyager et d'être connectés avec le monde. Vous mentionnez ces destinations américaines. Nous évoquions hier avec le directeur du tourisme à Monaco l'importance d'avoir à nos portes cet aéroport qui draine énormément de visiteurs. Guy Antonielli citait notamment la cible américaine. Alors là, les liaisons vont augmenter de façon exponentielle vers les États-Unis? On va retrouver plus de compagnies et plus de vols vers les États-Unis. Que 3 compagnies vont desservir directement les États-Unis depuis notre aéroport. La compagnie française, la compagnie, et puis 2 compagnies américaines, Delta et United, voilà, qui nous font confiance. Et on discute avec d'autres opérateurs pour le futur. Mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais ce qu'il faut souligner, alors peut-être en conclusion, c'est que vous vous êtes tout de même senti extrêmement soutenu parce que cet aéroport, c'est à lui seul un bassin d'emploi, un poumon d'activités précieux pour toute la région. On se sent soutenu par notre territoire, mais on est aussi au service de notre territoire. Et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Les gens, les passagers qui passent par nos installations, ils ne viennent pas en vacances sur l'aéroport. Ils viennent en vacances sur notre territoire. Ils ne travaillent pas forcément sur l'aéroport après avoir pris l'avion ou avant de prendre l'avion. Ils viennent travailler ou prendre l'avion pour travailler quelque part. On est une porte ouverte vers le monde entier et on est au service de notre territoire pour le connecter le mieux possible. Franck Goldnadel, président du directoire de la Société des aéroports de la Côte d'Azur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et à l'aéroport de Nice, où l'on peut embarquer pour un vol direct à destination de Dubaï. Il est malheureusement trop tard pour s'y rendre pour découvrir l'exposition universelle. Elle refermera ses portes en effet ce jeudi. Parmi les derniers visiteurs, une délégation de la direction interministérielle monégasque chargée de la transition numérique. Elle était sur place lundi. À Dubaï, le reportage de Bastien Bory. Prévenir plutôt que guérir, voilà qui pourrait résumer la raison d'être des Smart Cities dont l'essor en Europe a commencé à la fin des années 2000. Et dans le Golfe, même si Abu Dhabi et Dubaï ont été classées villes les plus intelligentes du Moyen-Orient, le chantier n'est pas terminé. Des entrepreneurs locaux, de grosses compagnies
notamment de transport, étaient intéressés par le modèle monégasque et sont venus assister à des conférences et ont posé un certain nombre de questions justement sur les enjeux notamment de trafic, car même si Dubaï est une ville relativement récente, on a pu constater par l'expérience qu'ils ont aussi des problématiques de fluidité, de trafic importantes. Et à Monaco, c'est un axe majeur de notre programme Smart City. La principauté travaille sur plusieurs objectifs. Améliorer la planification urbaine, le développement durable, la mobilité et la relation entre la ville et ses habitants. Et ces efforts ne datent pas d'hier. Elle a toujours su, Monaco, en fonction des révolutions, en fonction de ce qui se passait dans le monde, s'adapter, réagir et être toujours au meilleur standard de ce qui se faisait. Monaco n'essaie donc pas de devenir une Smart City, mais plutôt de préserver son statut de ville déjà intelligente. Et on joue un rôle en fait de ville pilote en principauté. On accepte en principauté de concevoir, de co-concevoir des nouveaux services avec des partenaires monégasques pour certains et avec des partenaires internationaux. À quelques jours de la fermeture de l'Expo universelle de Dubaï, c'était aussi l'occasion pour la principauté de rappeler qu'elle a été le premier pays à lancer la 5G et qu'elle possède l'une des 2 fibres les plus rapides au monde. Je suis ravi d'avoir participé à ces 2 jours. Grâce à Albert Croesi, nous avons pu bénéficier d'un magnifique outil avec ce pavillon de Monaco au sein de l'exposition. Monaco, un micro-État avec de grandes ambitions numériques et qui veut devenir la Singapour de l'Europe. Nous vous le disions dans notre édition de mardi, le prince Albert II était à Paris en début de semaine pour assister à la remise des insignes d'officier de la Légion d'honneur à Jean-Luc Alavena. Il y a également reçu le prix Pierre de Coubertin, décerné par l'Association des écrivains sportifs. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade de Monaco à Paris en présence de nombreuses personnalités. Le récit de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Promouvoir le sport dans toute sa dimension culturelle et éducative à travers la littérature et toute forme de médias, l'Association des écrivains sportifs fondée en 1931 s'attache à favoriser une solidarité entre les écrivains passionnés de sport. L'Association des écrivains sportifs a été créée juste après la Première Guerre mondiale, donc on est à la ressortie de la Grande Guerre, par une petite troupe, on va dire, d'écrivains, de musiciens, de peintres, et qui souhaitaient finalement allier le sport et l'art, tout simplement pour se rappeler les bons temps d'avant-guerre quand ils étaient lycéens, et en même temps rappeler la solidarité des tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Sous l'égide de Tristan Bernard, qui était un fin lettré, un romancier, un homme de théâtre. L'association décerne de nombreux prix, tels que le Pierre de Coubertin, attribué cette fois-ci au prince Albert II. Cette récompense a été créée en 1964, attribuée tous les 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques d'été. Le prix couronne un homme ou une femme dont l'œuvre littéraire ou artistique, l'action sociale ou politique a servi l'esprit olympique. C'est une reconnaissance plus que méritée. On connaît son engagement pour les valeurs du sport, pour les valeurs des Jeux. C'est un sportif passionné, un sportif engagé qui, malgré ses très hautes responsabilités, trouve toujours du temps et de l'énergie justement pour porter ses valeurs. C'est vrai que c'est en plus une fierté pour moi parce que j'ai reçu ce prix il y a 4 ans et aujourd'hui de pouvoir le remettre effectivement au prince, c'est une immense fierté. L'objet souvenir offert au souverain est en programme du bal olympique qui a eu lieu le 11 juillet 1924 à la taverne de l'Olympia dans le 9e. Ce document a été réalisé par des artistes d'avant-garde issus du quartier de Montparnasse à Paris. Nous retrouvons Yannick Debevert pour un point info sport notamment et la victoire hier, large victoire de l'équipe de France de football face à l'Afrique du Sud. Les footballeurs monégasques sont décidément en forme. Après Aurélien Tchouaméni vendredi face à la Côte d'Ivoire, c'est Wissam Ben Yedder qui est allé de son but avec l'équipe de France ce mardi face à l'Afrique du Sud. Le monégasque a inscrit le 4e but français en seconde mi-temps, 15 minutes après son entrée en jeu. Il s'agit de la 3e réalisation de Ben Yedder en 18 sélections. La France s'est finalement imposée 5-0 grâce à un doublé de Mbappé et les buts de Giroud et Guendouzi. Et la place du Casino recevra quant à elle dans quelques semaines les meilleurs joueurs de padel au monde. Pour la 2e année consécutive, la place du Casino accueille le Hublot Monaco Master. Grâce au succès de l'an passé, les tribunes sont agrandies pour cette édition.
Un cadre magnifique pour un sport qui ne cesse de gagner en popularité. Rendez-vous du 10 au 17 avril pour suivre l'APT Monaco Master. Les places sont déjà en vente entre 10 et 20 euros. Et puis dernière répétition, Yannick, pour la troupe du studio de Monaco. Tout à fait, le studio de Monaco se produira les vendredis 8 et samedi 9 avril à 20h30 au Théâtre des Variétés. La pièce s'intitule Une journée avec Charles. Directement inspiré du romancier Charles Bukowski, l'auteur et la metteur en scène ont voulu dépeindre le quotidien parfois absurde de tout un chacun et la complexité des relations interpersonnelles. De l'humour sur fond d'apocalypse sociale, c'est ce que vous propose le studio de Monaco. C'est noté donc les 8 et 9 avril au Théâtre des Variétés. La première phase, la phase régulière d'Euroleague, touche à sa fin. L'objectif pour la Roca Team, c'est de rester dans les 8 premiers pour pouvoir accéder aux playoffs. Et les basketteurs monégasques vont trouver sur leur route demain les Milanais. Comment se portent les joueurs de la Roca Team? Quels sont les enjeux de cette rencontre? Les réponses à ces questions dans ce reportage de Fabien Bonilla, Yannick Debeuvert et Sylvain Péroumal. Le rythme soutenu se poursuit pour la Roca Team après 4 matchs en 5 jours la semaine dernière. Les joueurs de l'ASM se déplacent face au 3e du championnat d'Euroleague, une équipe milanaise très solide. Pour rappel, Monaco reste sur 2 grosses et belles victoires en Euroleague face à l'Olympiakos et Baskonia, mais sur une défaite dimanche en demi-finale de Coupe de France face à Strasbourg, où les joueurs ont laissé passer leur chance alors qu'ils menaient assez facilement au score. Une défaite donc un peu amère. Un peu déçu sur la fin de semaine, mais voilà, maintenant on est tourné vers l'Euroleague, on est tourné vers Milan, on a retrouvé toute l'équipe, il n'y a plus aucun blessé, tout le monde physiquement se prépare pour ces quelques derniers mois. Donc là on se sent bien, le groupe vit bien comme on dit. On a eu 2 gros entraînements pour préparer le match de Milan et un match crucial. Milan-Monaco, match crucial à 2 jours de la fin de la phase régulière en Euroleague. Milan, 3e du classement, n'a perdu que 3 matchs cette saison dans sa salle. Pour rappel, les Milanais s'étaient imposés, salle Gaston Médecin, 71-65 au match aller en décembre dernier. Il me semble qu'eux sont déjà qualifiés pour le top 8, mais dans tous les cas, c'est une équipe très sérieuse avec beaucoup de talent et beaucoup de danger à tous les postes. C'est sûr qu'il n'y a rien ne sera facile pour nous. Donc voilà, nous on y va vraiment dans l'optique de gagner ce match-là et d'être sur notre lancée des 2 derniers matchs en Euroleague. Effectivement, Monaco reste sur 2 très belles victoires en Euroleague. Une défaite à Milan demain ne condamnerait pas la Roca Team pour la suite de l'aventure. S'ils perdent, il restera le match face à Berlin le 8 avril à domicile. Pour se qualifier pour les playoffs, il faut absolument finir dans les 8 premiers. Monaco est actuellement 7e au classement. Rien n'est encore joué de la 5e à la 10e place. Cette fin de championnat s'annonce passionnante et pleine de suspense. Cette rencontre Milan-Monaco sera bien évidemment à suivre en direct sur Monaco Info dès 20h45. La solidarité avec l'Ukraine est totale et prend différentes formes entre les collectes et distributions organisées par la Croix-Rouge monégasque et les associations, la mobilisation des entités culturelles également. Et c'est le cas entre artistes circassiens aussi. Nous savons combien Monaco et le cirque ont un lien étroit et privilégié. Pour venir en aide aux écoles de cirque ukrainiennes, les organisateurs du Festival international du cirque de Monte-Carlo, sous l'égide de la princesse Stéphanie, ont eu l'idée de monter des spectacles de charité du 15 au 17 avril au Théâtre Princesse Grace. De nombreuses entités se sont associées à l'initiative. Pour nous présenter ce projet, nous accueillons le directeur artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Bonsoir Urs Pils. Bonsoir, bonsoir. Ce geste solidaire, il vient d'une volonté de soutenir les écoles de cirque ukrainiennes. L'Ukraine, c'est un pays où la tradition du cirque est très présente. Ah oui, enfin, l'Ukraine, c'est entre les pays au monde qui sortent les meilleurs artistes. Et justement dû au fait parce qu'ils ont une des meilleures écoles de cirque, celle de Kiev. Quels sont les besoins aujourd'hui? Ce sont tout d'abord des besoins humains. Il faut protéger les jeunes artistes de ces écoles, dont celle de Kiev. Il faut tout faire, pour ainsi dire, comme ils sont vraiment en guerre. Et la situation est la suivante. Il y a 2 semaines, un grand groupe d'élèves, d'étudiants de cette école et encore d'autres écoles d'Ukraine ont pu quitter l'Ukraine pour la Hongrie.
Pologne et Hongrie. Et à Budapest, ils ont été vraiment très, très bien reçus par le ministre de Culture, par la direction du cirque, par la direction de l'école de cirque de Budapest. Et ils sont logés dans des familles ou dans des centres. Enfin, ils sont vraiment très bien reçus et ils ont la possibilité de répéter, d'aller à l'école de cirque de Budapest. Et voilà, avec cette équipe-là, on a pensé, comme on connaît plusieurs artistes, même plusieurs élèves par New Generation, qu'on a déjà eu à New Generation, à notre festival pour de jeunes gens, jeunes artistes. Alors on pensait, pourquoi pas faire quelques spectacles à Monaco, spectacles de charité en faveur des écoles de cirque en Ukraine. Donc, ils vont directement participer au spectacle que vous allez proposer au Théâtre Princesse Grace, eux aussi? Exactement, c'est ce groupe qui va venir. On a organisé un bus, ils vont venir en bus, ils vont rester une semaine à Monaco et pendant les 3 jours de vendredi, samedi, dimanche, avant Pâques, 15, 16, 17, nous allons au Théâtre Princesse Grace avoir ce spectacle de haute qualité artistique et acrobatique. Ils ne seront pas seuls sur scène, hein? Nous avons aussi Femina Sport qui reçoit ces jeunes qui y seront. Et nous avons aussi quelques élèves de l'école Tous en Piste de Tourette-le-Vence qui vont enrichir le programme, qui vont recevoir les autres devant le théâtre et qui vont être dans le foyer, qui vont créer une ambiance cirque. Et d'ailleurs, on a choisi le théâtre et pas le cirque parce qu'il est très difficile en dehors des temps du festival, quand le chapiteau n'est pas en configuration cirque, de présenter un tel programme. Et puis ce qu'il faut préciser, c'est que cela coïncide avec la journée mondiale du cirque, hein, que vous tenez chaque année à célébrer aussi à Monaco. Voilà, vous le dites bien. Samedi 16, toujours le 3e samedi du mois d'avril, nous célébrons la journée mondiale du cirque, qui est une journée pour le cirque, pour le monde du cirque, qui a été créée il y a 12 ans, dont Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, est la présidente d'honneur. Et puis, c'est surtout toujours avec elle qu'on célèbre cette journée. Et alors, ça a été naturellement aussi l'idée, quand on voyait qu'on pouvait réaliser les spectacles, qu'on a préféré de les mettre juste au week-end de la journée mondiale du cirque. Et je crois, par le cirque, on peut quand même démontrer que les gens peuvent vivre ensemble s'ils le veulent. Oui, c'est un outil aussi fédérateur, le cirque. Il était important de le rappeler. Merci Urs Pils d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc que ces spectacles auront lieu le vendredi 15 avril à 20h, le samedi 16 avril à 15h et 20h et le dimanche 17 avril à 11h et 15h. Il y aura certainement beaucoup de familles dans la salle au Théâtre Princesse Grace pour ces représentations. Et des familles, il y en avait aussi aujourd'hui à l'Auditorium Régnier 3 pour le rendez-vous annuel du Forum des séjours linguistiques. Un incontournable pour qui veut se perfectionner dans l'apprentissage d'une langue. Vanessa Dessy nous en dit plus. Depuis plus de 20 ans, chaque année, l'Association des parents d'élèves de Monaco organise le Forum des séjours linguistiques à l'étranger, une manifestation destinée à près de 5000 élèves de la principauté, de la primaire au lycée. Il y a beaucoup d'offres. Donc on a des offres par exemple familiales dès 6 ans. On a des offres avec des thèmes, c'est-à-dire on peut faire anglais et fashion design. Il y en a qui veulent faire un peu de musical. Donc c'est bien d'être ici présent et puis de dire tout ce qu'on aimerait pour avoir une offre adaptée. Voilà. Pour le matin et l'après-midi. Oui. L'association des parents d'élèves de Monaco est la seule voix représentant les parents. L'APEM fait donc le lien auprès de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Nous avons une présidente formidable
et on s'entend très bien, et avec son équipe qui est très dynamique, et la relation est dans la construction. Quand ils ont des problèmes et quand ils ont des sollicitations à nous faire, nous les écoutons toujours avec beaucoup d'intérêt. Parce que le but, c'est que nos élèves soient bien préparés, mais aussi que les parents soient satisfaits. L'année prochaine, nous allons avoir un bac français international, donc ce qui est une grande première. Mais si vous voulez que ce soit dans l'enseignement du chinois, de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du russe, donc vraiment, nous incitons nos élèves à faire des séjours à l'étranger. Les élèves de la Principauté qui désirent améliorer leur niveau de langue étrangère ont aujourd'hui toutes les cartes en main. Nous allons maintenant prendre connaissance des prévisions météo pour la journée de jeudi. Le temps va-t-il s'améliorer, Yannick ? Il risque de pleuvoir cette nuit, Patricia, mais pour cette journée de jeudi, le soleil devrait pointer le bout de son nez dans la matinée avant que les nuages reviennent dans l'après-midi. Les températures restent stables entre 12 et 16 degrés dans la journée. En ce jeudi 31 mars, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Benjamins. Une bonne fête à eux. Demain à 19 h, vous retrouverez Émilie Rousseau et Julia Vial. Nous nous quittons avec un best-of des plus beaux clichés de Manuel Vitali, pris sur le site de l'exposition universelle de Dubaï, qui fermera ses portes jeudi. Le commissaire général du pavillon Monaco, Albert Croesi, sera d'ailleurs notre invité demain dans le journal. À très bientôt, passez une très belle soirée.